Euh, et nous, on va parler du coup de Kamal. Est-ce qu'il y en a qui en ont entendu parler? On en a parlé un petit peu, ouais. Euh, hmm. Du coup, Kamal, c'est un outil qui permet de déployer des applications, alors pas forcément Ruby on Rails, hein, ça peut être des applications autres, mais plus simplement et via des conteneurs Docker. Pour déployer avec des conteneurs Docker, c'est quelque chose qui demande quelques connaissances et on a des équipes DevOps complètes dans de nombreuses entreprises qui font ça. Kamal, ça permet de déployer donc plus facilement et du coup sur des serveurs que vous louez chez Hetzner, DigitalOcean, OVH. L'avantage, c'est que vous pouvez switcher très rapidement en fait de provider si vous avez besoin. Il y en a qui ont déployé, j'imagine, des sites avec Heroku par exemple. Heroku, vous déployez avec eux, donc ils vont faire eux toute la partie DevOps que vous n'avez pas à faire. C'est ce qui est plutôt cool. Et là, c'est un peu ce que Kamal va répliquer. L'idée de la présentation, ça va être de refaire un live coding un peu. Alors, il n'y aura pas de 500, ne vous inquiétez pas, parce que du coup, le projet est déjà en ligne en fait. Donc, il y aura un petit twist. L'idée, c'est de reproduire un blog en fait, hein, très simplement. Donc j'ai créé un petit template et tout est déjà prêt en fait en local. Donc on a un blog assez simple avec la possibilité de créer un nouvel article, la possibilité d'accéder à un article, de détruire, l'éditer, etc. Voilà pour ça. Donc comment ça se passe? On va aller dans un terminal et tout ce dont on a besoin, c'est de notre code et de ça. On va couper ça. Hop. La première commande en fait qu'il va y avoir, c'est l'initialisation de Kamal. Ils ne se sont pas embêtés. Ils ont fait un Kamal init. Là, ça crée en fait un dossier et un fichier. Le dossier est ici et vous allez avoir plein de choses qui sont liées du coup au déploiement. On ne va pas aller en détail là-dedans, vous pourrez le regarder si vous avez envie. Euh, ce qu'on va regarder, c'est le fichier deploy. Deploy.yaml. Là, c'est toute la configuration de l'application. À partir de ce moment-là, il va nous falloir un serveur. Et le serveur, on va le prendre donc chez Asner. Ça se fait assez simplement. Si je le fais chez Bordeaux RB, par exemple. Là, vous voyez l'instance en fait du serveur qui est en train de tourner. Donc le blog, c'est ce qui est en ligne actuellement avec l'adresse IP. Si on voulait en créer un nouveau, il suffit juste d'aller dans Add Server. Vous pouvez choisir la localisation de votre serveur. Donc idéalement, là, on le ferait plus en Allemagne ou en Suède. On peut choisir le modèle de serveur qu'on veut et la puissance. Plus c'est puissant, plus ça coûte cher. Voilà. C'est important d'avoir. Il y a un détail qui est important avec Kamal, c'est d'avoir une IPv4. En fait, si vous enlevez l'IPv4, c'est une option en fait payante l'IPv4, et si vous l'enlevez, vous n'allez pas pouvoir configurer votre site. Autre chose importante, je ne vais pas donner la commande directement, mais il faudra une clé SSH, puisque sur votre serveur, il faudra que vous puissiez faire une connexion SSH pour pouvoir déployer, puisque Kamal va l'utiliser. Et ensuite, il suffit juste de donner un nom à votre projet. Donc là, moi, je l'ai appelé blog. Jusque-là, rien de très compliqué. Ça fonctionne à peu près la même chez DigitalOcean, OVH, la même chose partout. Alors, on va donner un nom au service, qui va s'appeler blog. Mon nom d'utilisateur, pareil, hop, le nom du. Donc là, ces deux lignes-là, en fait, ça va être le nom du service et le nom du conteneur, de l'image du conteneur, pardon, qui va apparaître dans le Docker Hub. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé Docker? Ouais, ça ressemble à ça, Docker Hub. Quand vous l'avez en logiciel sur votre Mac, vous avez toutes vos instances de conteneurs avec les volumes qui ont été montés. Donc là, c'est tous les projets en fait que j'ai déployés avec Kamal. Une fois qu'on a rempli ces informations-là, il suffit juste de rajouter l'adresse IP. Là, l'adresse IP, c'est celle-ci. Ça, je vais le faire rapidement. Une fois qu'on a fait ça, c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'il y a des parties qui sont commentées. Donc ça, c'est les parties dont vous allez avoir ou non besoin. Quand vous lancez une application, je sais que alors, du coup DHH sur le site de Kamal, il y a une vidéo en fait justement de démonstration. Il a utilisé MySQL.
Vous pouvez le faire en SQLite. Moi, je sais qu'en prod, c'est pas recommandé, mais pour des trucs que vous utilisez perso, que vous avez envie de le mettre, vous avez envie quand même de l'avoir en ligne, vous pouvez l'utiliser aussi. L'avantage de SQLite, si vous voulez tester, c'est qu'il n'y a pas de paramètres de base de données. C'est fait directement quand vous installez Camel, en fait. Vous n'avez pas besoin de le configurer, vous allez le voir juste après. Donc là, les variables d'environnement, ça va être un point important. On a discuté un peu avant le talk, mais ça peut amener à des erreurs. Moi, ça m'est arrivé assez régulièrement. Toutes les variables d'environnement que vous allez mettre dans votre fichier .env, il va falloir qu'elles soient présentes dans les secrets. Si vous ne le faites pas, Camel passera pas les variables d'environnement au conteneur, qui les aura pas, et du coup, le projet ne pourra pas les utiliser. Tout ça, hop, on n'en aura pas besoin. Ça, c'est fait natif par Camel quand on initialise, mais il y a plein de choses qu'on va retirer. Ce qui va être important, c'est ça, les accessories. Donc les accessories, justement, c'est les bases de données, ça va être Redis, ça va être plein de choses que vous allez pouvoir utiliser sur vos projets. Là, on va s'arrêter à PostgreSQL, ce qui est déjà pas mal, ce qui conviendra à beaucoup de projets. Tout ça, Traffic, ça peut être utilisé aussi pour le SSL, si vous voulez configurer manuellement des SSL. Moi, j'utilise Cloudflare directement, en fait. Je prends le nom de domaine en l'occurrence chez Namecheap, et je redirige avec Cloudflare pour le SSL. Ça se fait très simplement. Pour l'image, je vais copier-coller le morceau de code et puis on va en parler juste après. Donc là, c'est le projet en fait qui a été déployé. Hop, on va le récupérer ici. Là, j'ai une image en Postgre 14. Vous pouvez utiliser le 15 ou le 16. Moi, je suis encore sur le 14 sur l'ordi, donc par réflexe, je mets le 14. L'IP sur laquelle va être déployée la base de données, là aussi, j'ai mis la même adresse IP que pour le projet, c'est-à-dire que tout va être dans le même conteneur sur le même serveur. On pourrait créer un autre serveur et donner l'adresse IP de ce serveur-là pour la base de données. C'est-à-dire que la base de données serait que sur un serveur. S'il y a un crash sur le serveur de l'app, eh ben, l'app, elle crash, mais la base de données ne crash pas. Donc ça peut être aussi intéressant quand on a besoin de protéger aussi ces données. Là, pour un projet aussi simple, je vais juste garder le même serveur. Port 5432, c'est pour PostgreSQL. Nom d'utilisateur, c'est ce que vous allez retrouver dans votre fichier database.yaml. Donc là, hop, vous allez avoir les fichiers. Du coup, celui-là, il faudrait le renommer parce que là, c'est un template, mais il faudrait le renommer comme ça. Hop. Et donc, on a les données qui correspondent, le nom d'utilisateur et le nom de la base de données. Le secret, du coup, c'est un Postgre password, et celui-là, il va falloir le copier ici. Sinon, il ne pourra pas se connecter à la base de données. Il n'aura pas accès. Voilà pour ça. Le file, c'est un fichier du coup qui va vous demander, ça m'a posé pas mal de soucis en fait, parce que c'est pas forcément documenté. C'est un fichier en fait qui va tout simple, je vais créer de suite d'ailleurs, ce sera beaucoup plus parlant. On va créer un fichier en fait production.sql. On va le créer, et donc là il est apparu ici, mais on va le mettre dans DB. Et ce fichier là en fait, si vous l'avez pas, c'est un truc que j'ai raté au début et qui m'a posé plein de soucis. En fait, il crée pas votre base de données, ce qui est un peu embêtant. Donc voilà pour ce fichier-là. Et le directories avec le chemin que vous avez là, c'est pour la persistance des données sur votre serveur. Si vous ne faites pas ça, en fait, entre les déploiements, il va réinitialiser complètement votre base de données et il va pas garder les données, quoi. Donc vous allez repartir à zéro à chaque fois, ce qui serait aussi embêtant. Une fois que vous avez ça, vous avez la possibilité de déployer votre application. Donc il faut créer un fichier .env. Le fichier .env, il est ici. Il y a plusieurs variables à mettre. Alors, sign up enabled, c'est le template qui est fait comme ça, c'est pour activer ou désactiver la possibilité aux utilisateurs de se créer un compte. Ça n'a rien à voir avec Camel. Il va falloir créer plusieurs variables d'environnement. Je vais le faire comme ça. Rails, Rails master key. Votre Rails master key que vous avez dans config et master key. Ça, je peux le partager, il n'y a pas de problème. Et il y a un autre code qu'il va falloir avoir, c'est le Camel secret. Secret key. Et ça, il est créé à l'installation de Camel. Donc, il faut que vous le notiez quelque part.
Moi, je l'ai dans One Password. Il faut que vraiment vous le notiez parce que du coup, il va être unique pour tous vos projets. Voilà. Et du coup, je peux pas le poser ici, bien sûr, forcément. Une fois qu'on a tout ça, je vais pas le sauvegarder parce que je vais pas déployer vraiment le projet. Une fois qu'on a tout ça, que la variable d'environnement est configurée, on peut lancer le setup très facilement avec encore une commande assez parlante, Camel Setup. Là, Camel Setup, il va tout faire. En fait, il va créer le conteneur, il va créer les images sur Docker Hub, sur le serveur, et il va déployer le site, le projet en direct. Ça prend 5-7 minutes, donc c'est pour ça que je le fais pas maintenant, et c'est pour ça que j'ai le site qui est déjà en ligne. Une fois qu'on a le projet qui est en ligne et fonctionnel, on peut redéployer avec Camel Deploy. On peut accéder à la console avec un Camel, je vais vous le montrer d'ailleurs ici. On peut faire un Camel app exec, et là je peux faire n'importe quelle commande Rails, du coup, cela ça pourrait être la console, on peut le faire d'ailleurs. Donc là il va faire un SSH, il me demande de l'empreinte. Voilà. Et là, je suis dans la console, donc en production. Donc je pourrais voir, par exemple, les utilisateurs, il doit y en avoir un, logiquement. On pourrait créer des utilisateurs, on pourrait faire tout ce qu'on voulait. On peut afficher les logs. Pour ça, il y a une liste sur le site avec toutes les commandes répertoriées. Et on arrive à donc ça. Vous avez la possibilité d'accéder à votre site sur l'adresse IP directement. Moi, j'ai pas fait de SSL, du coup, on n'a pas le HTTPS, on n'a pas de nom de domaine non plus parce que j'ai pas redirigé sur un nom de domaine, mais c'est parfaitement faisable après. Il suffit juste de pointer avec l'adresse IP dans Namecheap ou autre. Voilà pour la présentation. Après, j'ai quelques ressources à vous. On pourra en discuter avec les questions, mais il y a pas mal de ressources aussi que je vais vous recommander. Mais déjà, le site de Kamal, hein, c'est tout bête, mais il y a la documentation qui a été modifiée parce que c'est une V1.4 Kamal. Donc la documentation, elle est encore un peu obscure, mais l'avantage, c'est qu'on a une communauté qui est quand même assez présente. Donc on a l'installation forcément, mais on a maintenant des menus plus faciles pour accéder au SSH. On a parlé tout à l'heure des accessories. Il va y avoir plein de paramètres en fonction de vos applications, si vous utilisez Redis, si vous utilisez autre chose. Donc ça, c'est intéressant. Et pour l'aide, moi, ce que j'ai beaucoup utilisé, c'est le Discord. Le Discord, c'est un seul channel. Du coup, il faut faire une recherche en fait, dans le channel avec des mots-clés. Il n'y a pas plusieurs channels avec des trucs dédiés. Donc c'est un peu particulier pour faire la recherche, mais ça marche très bien. Moi, j'ai jamais eu d'exemple où j'ai pas trouvé en fait quelqu'un qui a eu le même problème. Et Help, ça c'est pas mal, on en discutait avant de commencer, mais dans le repo GitHub de Kamal, il y a un onglet discussion qui permet en fait d'échanger avec d'autres développeurs qui ont eu des problèmes ou qui cherchent à faire quelque chose et qui n'y arrivent pas forcément. Il y en a qui ont essayé de déployer WordPress avec Kamal ou d'autres projets. Tout ce qui utilise en fait un conteneur Docker peut être déployé avec Kamal. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, complètement. En fait, ça a été. Mais du coup, j'ai pas fait. C'est vrai que j'ai pas fait l'introduction, mais grosso modo, j'avais préparé ces deux articles-là de DHH sur son blog. Ils ont créé Kamal avec son studio, donc 37 Signals, pour sortir Basecamp et AI.com, leurs deux entreprises, du cloud, puisqu'ils avaient en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient dans l'histoire en fait, c'est ça, ils avaient des factures assez importantes en frais de cloud, et donc ils se sont dit qu'en revenant sur des serveurs dédiés qu'ils avaient eux, ça leur permettrait de couper la facture. Là, ils estiment en fait à 1,5 million par an d'économie en facture cloud. Ça marche pas forcément pour toutes les applications. On en parlait tout à l'heure, mais là, en l'occurrence, c'est des applications qui n'ont pas forcément des pics de connexion. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de scaler très rapidement et très régulièrement. C'est assez linéaire, on va dire. Donc, ça va dépendre en fait de votre projet sur lequel vous êtes. Puis ça demande aussi une infrastructure et du travail de passer tout un projet existant en dehors du cloud. Moi, je l'ai utilisé parce que tout bêtement, j'avais quelques projets sur Heroku. Ça commençait à coûter cher pour pas grand-chose
parce que c'était des projets perso, des démonstrateurs. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'appréhender un peu le DevOps et d'utiliser Camel du coup pour avoir mon propre serveur, quoi. Ça, c'est pas mal. Comment j'en ai entendu parler? Je suis abonné au flux RSS de DHH. Du coup, alors, je suis abonné à son blog et qui est pas mal, hein. Il parle pas que de tech d'ailleurs, mais c'est assez intéressant. C'est des points de vue un peu tranchés. On n'est pas forcément toujours obligé d'être d'accord avec lui, mais voilà, ça a le mérite d'avoir une opinion un peu disruptif. Ils ont créé ça, ouais. Donc à la base, c'était basé sur une technologie qui s'appelle Maersk, je crois, le projet. Je veux pas dire de bêtises sur l'ancienneté du projet, mais ouais. À la base, c'était Maersk, le premier nom, ouais, voilà, du projet, et ils l'ont changé pour Kamal, qui était un outil de navigation utilisé par les peuples arabes dans le temps. Voilà. Plutôt un beau nom, en fait. C'est bien trouvé. Qui sont déployés avec Kamal? C'est une très bonne question. J'ai pas. Il y a sébastienbourda.com, du coup. Euh, Il y a, tous mes sites sont déployés sur Kamal, avec Kamal. Non, à part Basecamp et ouais, sans doute. Non, non, je pourrais pas te donner d'exemple là comme ça. C'est vrai que c'est une bonne question. S'il y a d'autres boîtes qui ont fait le choix d'utiliser Kamal, il y a pas mal de discussions quand même sur le GitHub, donc ça me pousse à penser que il y a des gens qui vont sortir des projets dessus. Après, est-ce que ça va être utilisé en démarrage d'un projet? Ou est-ce que des boîtes qui sont déjà dans le cloud vont faire la migration vers Kamal? C'est deux discussions différentes, je pense. Parce que c'est pas le même travail, quoi. Quand on parle de zéro et que on veut le mettre en place, je pense, à mon avis, plus simple que de faire tout repasser vers du. Parce que moi, je loue mon serveur encore chez Hetzner, mais très clairement, je pourrais aussi avoir un Raspberry Pi à la maison qui expose l'IP et déployer sur le Raspberry Pi directement à la maison. En fait, au final, c'est ce que fait AI.com et Basecamp. Ils ont leur propre serveur qu'ils ont acheté. Ils ont des photos qui ont été postées du coup de DHH où ils reçoivent les serveurs en fait pour l'installation. Donc là, par contre, ça demande d'autres infrastructures. Il faut des personnes qui maintiennent ces serveurs en état techniquement. Donc c'est pas le même métier. Il y a l'aspect financier qui peut être intéressant, mais ça, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais il faut faire le pour et le contre. Est-ce que mon service doit scaler régulièrement? Si tu vas passer au JT et que du coup ton service il va faire un pic de connexion, il faut que tu sois capable de scaler ton serveur rapidement. Sur Hetzner, si je veux scaler, si là demain j'ai un pic sur ce serveur-là, en fait, alors je sais plus exactement où c'est d'ailleurs, mince. En fait, je peux upgrader le serveur. En fait, je peux passer sur un serveur au-dessus dans la liste en fait des serveurs. Donc, je vais payer plus cher. Je change de serveur. C'est peut-être plus difficile que de revenir enfin que de juste être chez AWS ou un autre service cloud et que ce soit automatique en fait, que ce soit géré par AWS. En gros, on paye plus cher notre facture, mais que ce soit à flux tendu directement. Ça va dépendre. Moi, là, mes projets, ils ont pas c'est des projets perso, ils n'ont pas de charge particulière, donc ils sont très bien comme ça. Tu peux rajouter des serveurs. Du coup, c'est ce que fait DHH effectivement dans la vidéo de démonstration. Il crée 3 serveurs différents, 2 qui sont des images de l'application. Donc en fait, le serveur, donc dans le code, on a la possibilité tout simplement de mettre en fait les IP en fait en dessous et il va déployer sur chaque IP le projet. Et ensuite, on peut rajouter un load balancer qui va gérer la charge en fait en fonction du trafic. Il va répartir sur tel serveur, tel serveur. Dans la vidéo, il le fait également sur DigitalOcean en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, il a un fichier de déploiement pour Essner et un fichier pour DigitalOcean. Et en fait, il déploie en même temps sur les deux machines, sur les deux providers. Et c'est ce qu'ils ont fait pour Basecamp de mémoire. Ils ont un côte est, un côte ouest aux États-Unis. Comme ça, ils sont assez éloignés géographiquement. S'il y a un problème sur la côte est, il y a peu de chances qu'ils soient reproduits sur la côte ouest.
Non, c'est de mémoire, c'est le load balancer. En fait, on lui remplit sur Hetzner, on lui remplit les IP et c'est lui qui gère après son truc. Mm. Ah oui, effectivement. Alors, quand tu fais le setup, ils sont postés du coup automatiquement. Mais en fait, il y a une commande qui te permet, si tu les modifies après coup et que tu veux les envoyer, qui te permet de faire, qui peut te permet de mettre à jour les variables d'environnement. Donc tous les secrets en fait qui sont dans tous les secrets qui sont dans hop, ici vont être passés par Kamal au conteneur via cette commande. Non. Oui, non, 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 pardon, ils sont à côté, ouais. Yes. Ouais. C'est une très bonne question. Je sais pas. Je saurais pas te dire. Euh... Ouais, ouais, non. Je me suis posé la question pour le staging. Je pense. Ah si, si. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu isoles l'un des serveurs. En fait, il faudrait que tu aies un fichier, je pense, de déploiement à part pour ce serveur-là. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Et en fait, tu vas lui dire, Kamal deploy. Je ne me rappelle plus la commande exactement, la syntaxe exacte, mais tu vas lui dire Kamal deploy et tu vas lui donner le fichier de déploiement en fait derrière. Là, deploy, il va prendre le deploy et puis il va le faire directement parce qu'il n'y a qu'un seul fichier. Mais tu peux lui spécifier un nom et il va prendre celui-là. Et ça peut être pas mal pour le staging. Du coup, on peut se dire qu'on peut avoir un serveur pour l'app, un serveur de staging et déployer le staging avant de déployer l'app. Il y a ça qu'il faudrait que je teste effectivement. Et il y a un autre truc que je voulais tester, c'est pour aller un peu plus loin, c'est de lancer la commande Kamal depuis GitHub directement. Quand tu fais ton déploiement sur GitHub, ça fait un déploiement sur le staging, serveur de staging, etc. Ça peut lancer des tests. Pas d'autres questions? Bah cool, on a terminé, je crois.